On s'est tous déjà posé cette question, non? Au bureau, face à un collègue, on assiste à une réaction qui semble, venir de nulle part, complètement disproportionnée par rapport à la situation, et on reste là, perplexe à se demander ce qui vient de se passer. On a tous des exemples en tête, hein. Cette réunion super importante qui part en vrille à cause d'une seule personne. Ou ce manager qui humilie un collaborateur devant tout le monde pour une broutille. Et que dire de cet email incendiaire envoyé à toute la boîte qui met le feu aux poudres? Des réactions si violentes qu'elles laissent tout le monde sans voix. Alors c'est justement de ça qu'on va parler. On va essayer de décrypter ensemble ce langage caché, ce qui se joue vraiment derrière ces comportements, qui, a priori, n'ont aucun sens. Ok, rentrons dans le vif du sujet. L'idée de fond, c'est de complètement changer notre regard. Et si ces actes n'étaient pas juste des fautes à punir, mais plutôt une sorte de message, un cri qui n'a pas trouvé les mots pour s'exprimer? Pour comprendre ça, il faut une nouvelle grille de lecture. C'est un peu comme si on chaussait une nouvelle paire de lunettes, voyez? Des lunettes qui nous permettraient de voir une dimension de la vie de bureau qui est d'habitude invisible. Alors le terme un peu technique pour ça, c'est le passage à l'acte, ou acting out en anglais. Ça vient de la psychanalyse et ça décrit tout simplement le moment où l'action vient remplacer la parole. En gros, la personne ne parvient pas à mettre des mots sur ce qu'elle ressent, alors elle le met en scène, elle l'agit, et souvent sans même s'en rendre compte. Retenez bien cette phrase, elle est toute simple, mais elle dit absolument tout. Un acte qui prend la place des mots. Quand parler devient impossible, agir devient le seul langage qui reste. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Mais alors pourquoi est-ce qu'on voit ça si souvent dans le monde de l'entreprise? Eh bien, il se trouve que le bureau moderne, avec sa pression et ses codes, est un terreau particulièrement fertile pour ce genre de situation. En fait, on peut voir ça à travers 3 grands facteurs. D'abord, l'intensification des émotions. Le travail demande un engagement énorme, mais il laisse très peu de place pour exprimer des sentiments compliqués comme la jalousie ou l'humiliation. Deuxièmement, les enjeux d'autorité. La figure du chef peut réactiver, de manière totalement inconsciente, de vieux conflits qu'on a pu avoir avec d'autres figures d'autorité dans notre vie. Et enfin, la compression du temps. Tout va si vite, le rythme est tellement fou qu'on n'a plus le temps de réfléchir, de digérer ce qui nous arrive. Agir, c'est plus rapide que penser. Bon, le concept est intéressant, mais concrètement sur le terrain, comment on fait pour repérer ce genre de situation? Heureusement, il y a des indices qui ne trompent pas. Alors, pour le savoir, il y a 5 marqueurs assez clairs. Le premier, c'est la disproportion. La réaction est énorme pour un truc minuscule. Ensuite, la répétition. La personne semble rejouer encore et encore le même scénario d'échec. Troisièmement, l'opacité. Quand on lui demande pourquoi elle a fait ça, son explication logique ne tient pas de dos. Il y a aussi la contagion. Un incident qui concerne une personne devient soudain l'affaire de tout le service. Et enfin, l'échec des solutions classiques. Les sanctions, le coaching, rien ne marche. C'est le signe qu'on ne s'attaque pas à la racine du problème. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on comprend ça, ça change complètement la manière de réagir. L'objectif n'est plus de gérer un incident, mais de permettre ce qu'on appelle une élaboration. En d'autres mots, remettre de la pensée, des mots, là où il n'y avait plus que de l'action pure. Le changement de perspective est radical. On passe d'une logique de faute et de sanction, on se demande qui a tort, à une logique de sens. Et la question devient alors, qu'est-ce qui n'a pas pu se dire ici? On ne cherche plus un coupable, on cherche à comprendre. Et ça ouvre un tout autre champ des possibles. Alors concrètement, on fait quoi? Il y a 5 leviers d'action. Le premier, contenir. Ne surtout pas réagir à chaud, mais plutôt absorber l'émotion, calmer le jeu. Le deuxième, utiliser le récit. Demander « racontez-moi ce qui s'est passé » plutôt que « pourquoi tu as fait ça ». C'est une invitation à remettre des mots. Troisième levier, trouver le vrai déclencheur, ce qui se cache derrière l'incident de surface. Quatrièmement, questionner le cadre. Est-ce que l'organisation elle-même, avec ses défauts, ne nourrit pas le problème? Et enfin, cinquièmement, introduire un tiers neutre pour sortir du face-à-face et casser la dynamique. En prenant un peu de recul, on réalise que cette approche nous amène à voir l'entreprise d'une manière complètement nouvelle. On a tendance à voir l'entreprise comme une machine bien huilée, avec des process, des chiffres, des objectifs. Mais en réalité, c'est une vision très réductrice. Parce que les entreprises, ce sont aussi et surtout des scènes de théâtre. Des théâtres où se rejouent nos histoires, nos angoisses, nos rivalités, nos désirs de reconnaissance. Notre vie intérieure s'y exprime en permanence pour le meilleur et parfois pour le pire. Et ça veut dire que le rôle des managers et des RH est en train de se transformer. Il ne s'agit plus seulement de gérer des ressources ou de contrôler des comportements. La vraie compétence de demain, c'est d'apprendre à lire le scénario qui se joue sous nos yeux, à décrypter les symptômes pour comprendre ce qui se passe vraiment. Finalement, tout se résume à cette question. Est-ce que, dans une organisation, on se contente de gérer les problèmes de comportement les uns après les autres, ou est-ce qu'on les voit comme des symptômes, des occasions d'apprendre quelque chose sur soi, sur l'équipe, sur l'entreprise? C'est peut-être ça, finalement, la clé d'une organisation plus humaine et en meilleure santé.